Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est dans cette émission que l'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics et bande dessinée par leur travail. Et on a le plaisir de recevoir pour la première fois dans ce podcast l'auteur Johnny Bas qui nous fait une petite tournée française. Bon, enfin, il est en France donc ça n'a pas de sens de dire ça, mais qui nous fait une tournée de dédicaces pour Robin the Boy Wonder qui était sorti ce mois de juillet. Il avait déjà fait quelques dates au cours de l'été, donc là il nous fait une petite tournée automnale pour accompagner donc cet album dont on vous a dit le plus grand bien dans un back issue de cet été. Souvenez-vous-en, mais on a pas mal de choses à discuter avec Johnny vu que c'est la première fois qu'on le reçoit et donc j'ai le plaisir de t'accueillir. Johnny, bonjour à toi. Allô. Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va très très bien. Tu as fait tes dernières dates de tournée, donc tu es au bout du rouleau. Oui, absolument. Mais j'espère que tu auras encore un petit peu la force de répondre à nos questions, puisque tu ne le sais peut-être pas, mais ça fait quand même pas mal d'années que nous on suit ton travail et qu'on aime beaucoup ce que tu fais. Donc c'est vraiment un très grand plaisir, un honneur de t'avoir dans ce podcast qui est dédié à la culture comics de façon générale. Mais avant de parler de ta dernière sortie, celle que tu défends actuellement, donc Robin the Boy Wonder, vu que c'est la première fois qu'on t'accueille, j'ai envie de revenir aux origines. Est-ce que tu peux nous parler d'un jour de 1992 où tu as vu le jour? Je crois que tu es né cette année-là. Oui. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton rapport à la bande dessinée en grandissant? Parce que tu es né au Sénégal, si je ne m'abuse, et je crois que là-bas, je suis pas sûr qu'il y ait accès aussi facilement à la bande dessinée peut-être que par chez nous. Alors moins facilement. Déjà, le premier truc qui me vient en tête, c'est comment tu sais que je suis né en 92? Je suis en train de me demander où est-ce que j'ai laissé fuiter cette information. Parce que je fais mes recherches quand même. Voyons, la première BD, enfin non, c'est pas la première probablement, mais la plus vieille que j'ai, c'est Spirou, le Grigret du Nyokolokoba, qui a dû m'être offert par une tante, très probablement, qui elle, justement, vivait en France. Deuxième plus vieille, enfin, en fait, je suis en train de revenir en vieux souvenirs de quand j'habitais dans la maison de quand j'avais genre 5 ans. Les premières images qui me viennent, c'est Spirou, des BD de Batman, la série animée, une adaptation BD de Batman Forever, et de très très vieilles éditions de Dragon Ball Z, genre 1 ou 2 volumes, un truc tout petit. Voilà, donc on va dire que c'était principalement ça et le journal de Mickey. Après il y a la librairie des 80 au centre-ville de Dakar, qui était là où j'allais le plus acheter justement pendant toute mon enfance et mon adolescence. Donc le journal du Mickey toutes les semaines. Et ils avaient une sélection de quelques BD franco-belges, on va dire les gros classiques. Donc t'avais soit de la BD à papa, genre Alix et les trucs qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, soit des BD pour enfants, très grand public aussi, des trucs encore une fois classiques, donc du Spirou et des trucs comme ça. Ils avaient les étagères tournantes là, pour les mangas. Donc c'était un peu des numéros un peu random de Naruto, Bleach, Shaman King, et une fois de temps en temps t'avais un truc ultra random, genre une série que personne connaît, que je sais pas pourquoi ils ont commandé ça. Voilà, donc la majorité de ma consommation locale c'était ça. Et du coup je me suis rabattu pas mal sur internet et tout ce que je pouvais acheter quand je venais en Europe pendant les étés où on faisait des voyages. Voilà. Ce qui est cool là-dedans, c'est que vraiment on sent que en fait que t'as lu vraiment de tout. Alors ce que tu nous parles de Spirou franco-belge, de Batman la série animée donc comics, et de Naruto, de manga, Dragon Ball. Donc c'est l'ensemble de des 3 grands pôles, on va dire, de la bande dessinée qui t'ont un peu formé alors. Ouais, il y avait c'est marrant parce que le manga, j'ai commencé à m'y mettre vraiment aux alentours de mes 14 ans. Avant ça, c'était les adaptations animées en fait. Donc j'ai grandi avec les animés pendant la majorité de ma vie. Et le manga, je m'y suis mis aux alentours de mes 14 ans, quand un gars plus âgé que moi m'a fait découvrir Shaman King. Après ça, c'était à peu près la période où j'ai commencé à me mettre à Naruto et ce genre de trucs. Et revenir en arrière aussi sur des mangas plus vieux, dont je connaissais les séries animées, mais j'avais jamais forcément lu. Bref, voilà, c'était dans ma tête il y a pas de distinction en fait. Dans tous les cas c'est de la BD, peu importe le lieu d'origine du truc. Mais tu sais à quel point on aime mettre les choses dans des cases. Oui, absolument. Ouais. Et tout le temps. Mais justement, parce qu'on parle de ces trois grands pôles, est-ce qu'il y a aussi une production locale? Moi, je suis jamais mis les pieds au Sénégal ni à Dakar. Donc, est-ce que tu avais aussi accès à de la bande dessinée qui est faite localement? Alors, quand j'étais petit, non. La seule et unique que je connaissais de nom, dont j'ai jamais pu mettre la main sur un numéro physique, c'était Gogorlo, qui était... J'essaie de trouver un équivalent. En gros, c'était
pardon, c'était des scripts, des strips sur le quotidien d'un Sénégalais lambda avec sa femme, des petits strips humoristiques quoi, qui avaient été adaptés en série télé, qui passaient quand j'étais petit, qui passent plus depuis longtemps, en tout cas à ma connaissance. Et aujourd'hui, ça avance un peu plus. Là, ils viennent d'avoir leur premier festival de BD là-bas, qui est géré par Issa Sow, qui est un contact que j'ai là-bas, du coup que j'ai pu rencontrer. Donc là, ça commence. Du coup, ils commencent à faire tous leur BD, mais il y a pas encore d'industrie en fait. Donc t'as des auteurs par-ci par-là. Le gros challenge justement, c'est démarrer une industrie et que ça devienne un truc que la population consomme de manière régulière, avec justement ses propres codes. Voilà, bon, c'est pour les 10-15 ans à venir. Comment est-ce que toi tu t'es formé au dessin? Est-ce que c'était quelque chose justement parce que tu étais j'imagine grand lecteur donc de ce qu'on comprend quand tu étais gosse et adolescent? C'est quelque chose alors qui est venu naturellement pour toi de dire en fait j'ai aussi envie de faire de la bande dessinée, et en quel cas aussi qu'est-ce qui t'attire dans le médium bande dessinée en tant que tel? Alors moi à la base je voulais juste dessiner purement et simplement et raconter des histoires, et du coup le médium le plus simple pour raconter des histoires en dessinant sans avoir besoin d'un budget ou ce genre de choses, c'était la BD. Donc moi, le déclic, il s'est fait quand j'ai eu genre 10 ans, je crois. Généralement, je raconte l'histoire de quand j'ai joué à Sonic Mega Collection et qu'il y avait l'introduction t'avais l'intro animée de Sonic CD. Il y a un truc de 2 minutes de Sonic qui court. C'était un truc en 2D, super. Enfin, l'animation est magnifique. Et surtout le design du personnage m'avait marqué, genre le fait que quand il court ils dessinent juste des boules à la place de ses mains, c'est l'exemple que j'utilise à chaque fois. Et du coup pour moi ça a développé une espèce de déclic de j'adore Sonic, j'ai envie de faire des histoires avec Sonic, et je me suis mis à dessiner pour essayer de comprendre comment on fait. Et du coup vu que j'avais toujours aimé justement les histoires dessinées en BD, mon cerveau a commencé à s'orienter vers ça. Et là aujourd'hui j'arrive au stade où j'ai envie de bifurquer sur autre chose. Genre, j'ai envie de continuer à dessiner, mais j'ai envie de faire des couvertures d'albums ou des posters ou j'en sais rien. Genre, pas juste de la BD, justement. Donc là, c'est mon objectif pour l'année prochaine et plus loin. Donc, c'est limite mon appel d'offres, tu sais. Genre, vous avez envie que je dessine un truc pour vous, voilà. Donc voilà. Donc ça a commencé par j'ai envie de dessiner. La BD, c'était le médium le plus pratique pour toi, Pélo, tout seul, qui a littéralement juste une feuille de classeur et un bic. Et t'as suivi des cours un peu, ou c'est vraiment tout que autodidacte? Alors, je suis allé à l'ESMA à Montpellier pendant 4 ans. D'accord, donc il y a un moment où tu arrives en France, donc pour tes études alors. Hein. Ouais. Donc ça c'était quand, je crois que j'avais 20 ans quand je suis venu ici. Du coup voilà, des études d'illustration. Et après j'ai touché à 2-3 petits trucs, jeux vidéo, design graphique, ce genre de choses. Et puis pendant ce temps-là, je bossais sur 3 ou 4 BD différentes en même temps. Et puis après, j'ai réussi à commencer à les placer. Et puis voilà. Après, ça, la machine s'enclenche toute seule. Et comment t'as fait alors pour réussir à placer ta première bande dessinée? Alors, il y en a une qui est un peu mon Voldemort, j'en parle pas. On va dire que la vraie première, que c'était mon projet à moi, je l'ai écrit, dessiné, tout ça, c'est Gelia. Qui j'ai eu un peu de mal à la placer en France. Le plus proche que j'y sois arrivé, c'est moi qui ai décidé que finalement j'étais pas forcément sûr de la collaboration, et du coup j'ai attendu encore un peu plus. Et en fait c'était sur un conseil de mes oncles qui m'ont dit en France ça va être compliqué, pour le fameux argument que je voyais souvent qui était ça a l'air sympa mais on comprend pas trop et on sait pas si les gens voudront lire ça, et ou tout simplement des soucis de compréhension de ce type de sujet-là, qui faisait que je me disais que ça commençait à devenir un peu compliqué. Et mes oncles m'ont dit, en fait, tout bêtement, on va le pitch aux États-Unis. Et du coup, j'ai envoyé un email à Sébastien Gerner, qui était chez Tikeo à l'époque, qui m'a répondu, normalement, on prend pas les offres, mais j'ai vu passer ton boulot sur Internet, j'ai envie de voir ce que tu veux proposer. Et tout ça, c'est parce que dans les années juste avant, les 2-3 années juste avant, j'avais bossé avec d'autres auteurs africains qui vivent un peu partout dans le monde. On a commencé sur une page Facebook qui s'appelait Kugali. La compagnie s'appelle Kugali aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup aujourd'hui ils ont un studio d'animation et ils ont fait une série avec Disney il y a 1 an ou 2. Et moi je suis parti faire mes BD. Voilà. Mais on a commencé avec page Facebook, fanzine. Ça c'était du fanzine en ligne. Ouais. Alors moi je postais mes BD en ligne. On a commencé à faire des versions papier ensemble, à réunir nos BD respectives et les mettre dans des trucs qu'on imprimait. Et je faisais la mise en page de ça à l'époque.
J'ai un peu peur de les rouvrir maintenant parce que je pense que ça doit être assez affreux. Mais c'est comme ça qu'on a commencé, on s'est fait remarquer comme ça, et après il y a eu un reportage de la BBC sur nous. Et c'est comme ça que eux se sont fait remarquer par Disney. Et c'est probablement ce qui a aidé moi aussi à ce que quand je commençais quand j'ai pitch Jelia à Sébastien, dans les mois qui ont suivi la signature du contrat, il y a DC et Marvel et autres qui ont commencé à m'envoyer des emails. Donc j'avais pas encore publié quoi que ce soit aux États-Unis. Ils m'ont trouvé par internet. Ok, donc c'est pas Jelia qui a forcément mis en route. Non. Le fait qu'après tu bosses avec les plus gros. J'avais déjà posté des pages de Jelia, des histoires qui servaient de proto Jelia en gros sur internet, et j'imagine que c'est ça qui a attiré l'œil de quelqu'un quelque part, quoi. Comment est-ce que tu décrirais un peu ton style, ton approche artistique, puisque qui est vraiment au croisé de pas mal de registres différents, parce que je sais que tu l'as déjà dit beaucoup en interview, mais que ça t'amuse qu'on te qualifie d'ovni en fait du dessin, parce que on sent, alors tu dis qu'il y a du Mignola dedans, qu'il y a l'auteur de Shaman King aussi. T'avais aussi cité je crois Franquin, oui. en franco-belge. Donc voilà, que t'as plein de choses. Nous on pense aussi avec mon collègue à Gendy Tartarovsky. Oui. Et voilà, on aimerait bien voir comment t'as échafaudé en fait ce style, sachant aussi que tu changes en fait sur pas mal sur tes albums. T'essaies toujours un petit peu de varier aussi, et mais parfois même sur une même œuvre, tu varies les approches. Donc vaste question. Mais oui. Tu tiens pas en place, Juni. En fait, je m'ennuie. Un truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai tendance à changer d'outil d'une histoire à l'autre. J'essaie de changer légèrement le style aussi d'une histoire à l'autre, parce que je me suis rendu compte que si je reste trop longtemps avec le même truc, je m'ennuie. Et je vois même la qualité du dessin qui baisse, parce que je fais moins attention à ce que je fais. Et du coup, mon dessin, c'est une espèce de comment je peux dire ça? Je suis dans le flou constant, parce que littéralement je démarre une page et je sais pas ce que je suis en train de faire. Boy Wonder, je savais pas ce que je faisais pendant la très grosse majorité du livre. C'est au chapitre 5 que j'ai commencé à faire des pages où je me disais ok, là je sais ce que je veux, là je sais ce que je fais. Là les lignes se posent exactement comme je veux, et on est au dernier chapitre. Voilà. Et ça m'arrive tout le temps. Mais du coup c'est ça aussi à mon avis qui maintient aussi l'intérêt pour moi. Donc après c'est pas mal d'influences qui viennent de plein d'endroits, donc généralement je cite Toulouse-Lautrec pour Boy Wonder, et donc ça varie beaucoup, et c'est probablement ça qui fait que c'est intéressant pour moi en fait, le fait de pouvoir prendre différentes influences éparses, récupérer ce qui m'intéresse à l'intérieur pour essayer d'apprendre quelque chose à chaque fois. Voilà, si j'arrête d'apprendre en fait sur un projet, je m'ennuie. Donc d'où ton idée aussi de faire autre chose que de la BD peut-être après, pour faire une sorte enfin pas de ménage, mais de phase où tu feras autre chose pour retrouver peut-être aussi de l'inspiration ou des envies de faire de nouveau de la BD. Ouais, voilà. Genre, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est l'intérêt de l'image, c'est-à-dire faire une illustration, une couverture d'album ou un truc de ce style. C'est aussi bosser sur une image à la fois, prendre le temps de bosser sur cette image-là. Et réussir à raconter en une image ce que tu pourrais pas faire en 20 pages ou plus. C'est ça. Genre le premier vinyle que j'ai acheté, c'était un vinyle de MF Doom qui était dessiné par le gars qui a fait les décors de Adventure Time. Je l'ai acheté à cause du graphisme du truc. Pas à cause de la musique. Bon aussi, ça aide forcément, mais voilà, disons que j'avais même pas de lecteur vinyle encore à l'époque, tu vois. Je l'ai acheté parce que l'objet me plaisait, et du coup voilà, me faire un vinyle pour moi ce serait le kiff, quoi. Et donc en gros l'intérêt c'est comment tu crées une image intéressante. Chaque fois qu'on me donne une couverture à faire, je réfléchis à l'idée avant genre le graphisme va découler de l'idée en fait. Donc généralement on me dit tu peux faire une couverture pour un perso ou une série particulière, et le premier truc que je fais c'est je vais faire une recherche Google de Mike Del Mundo qui fait mes couvertures préférées, parce qu'à chaque fois il y a une idée pas possible derrière, et j'essaie de me rentrer dans l'état d'esprit de ce type de fonctionnement mental en gros, et après je me penche sur le sujet et je me dis ok, voilà les différents angles. Généralement j'essaie de faire un truc un peu comique que tu pourrais prendre avec ce perso, au lieu de juste faire une bête couverture où il a l'air cool et il est debout sur un immeuble, quoi. Voilà, donc pour moi l'intérêt il est là, c'est triturer l'esprit, essayer de trouver des trucs que t'as pas forcément fait avant, t'amuser à trouver des idées un peu cool. Voilà.
Je reviens un peu sur ce que tu racontais sur la façon dont tu avais démarché Jelaya en France avant de le proposer aux États-Unis. Tu arrives à expliquer pourquoi ce fameux on sait pas trop ce que tu veux dire ou on sait pas si ça va marcher, si c'est commercialement viable, il a au final on t'a donné plus de chances aux États-Unis que sur le marché franco-belge qui pourtant est ultra vaste, alors qu'aux États-Unis, même si t'as l'indé qui est aussi très très important, il est forcément moins développé, quoi. Ouais, à l'époque, et alors, même pas à l'époque, parce que ça continue, je crois que c'est l'année dernière où on m'a dit la même chose, que en gros, le souci qu'ils ont avec Jelaya, c'est que c'est la phrase qu'ils utilisent à chaque fois, c'est ça sort trop des cases. Et je pressens que c'est une espèce de manque de comment dire, il y a une certaine tendance à l'habitude. Voilà. Donc il y a des formats particuliers, il y a des types d'histoires, il y a des types d'esthétiques. Des fois ça dévire un peu sur les côtés un peu plus psychés ou machin, mais globalement j'ai l'impression que là il y a eu un mélange le livre est à la croisée entre une esthétique qui voit pas forcément beaucoup et un sujet et des cultures et des influences qui là pour le coup j'ai pas envie de mettre des mots dans la bouche des gens, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de présomption de ça va pas intéresser parce que c'est africain et les gens connaissent pas, et si c'est pas un truc connu ça va pas les inciter à venir regarder, quoi. Et d'expérience ça a pas été le cas, justement. Les gens ont l'air justement extrêmement intéressés, donc à mon avis ça finira par arriver, c'est juste il faut trouver pas le bon éditeur, parce que généralement les éditeurs ont envie. Là où ça pêche, c'est généralement au-dessus quand ils vont pitch le bouquin et qu'on leur dit blocage parce que on n'est pas sûr. Voilà, c'est en général les éditeurs sont super réceptifs. Et qu'est-ce qui pense qui a fait que ça s'est décoincé chez TKO, en tout cas? C'est Girner qui a mis l'input nécessaire, c'est Shun qui était emballé aussi par le projet, c'est comment ça s'est passé avec les deux. En fait, la logique même de mes oncles, au moment où ils me l'ont conseillé, c'était il y a Black Panther qui sort cette année. Les Américains ont déjà une pointe d'avance considérable sur qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant viable à mettre en avant, de la même manière que justement Black Panther, s'il est sorti en 2018 ou un truc comme ça, il a fallu des années et des années d'arriver à convaincre justement les gars en haut de dire ok, le projet est viable, parce que pendant très longtemps ils ont dit qu'ils voyaient pas l'intérêt, justement ça intéressera personne et tout ça. Donc mes oncles m'avaient dit il y a un réel changement là-bas de mentalité autour de qu'est-ce qui peut faire une histoire intéressante pour les gens, quel type de sujet esthétique et tout ça. Et du coup en fait la question c'était même pas vraiment posée de c'est africain, ça nous fait peur. Ils m'ont juste dit ça a l'air intéressant, banco. Et effectivement le livre a super bien marché, c'est génial, et il fait partie de ces livres où il y a une espèce d'osmose qui se crée, parce que je me suis mis à recevoir des messages de gens en Inde ou des trucs comme ça, genre d'autres pays du sud global en général, qui me disent moi ça m'a parlé parce que ça fait écho à des trucs chez moi aussi, des éléments culturels, des éléments d'histoire, et ça j'imagine que juste Sébastien l'a compris. Là où il était cool justement, c'est que c'était un éditeur qui avait une grande capacité à comprendre qu'est-ce que je suis censé comprendre ou pas, et est-ce que ça affecte l'histoire ou pas, et si je tombe sur un élément culturel, j'ai envie de dire, dans l'histoire que je comprends pas, du moment que j'arrive à comprendre l'histoire, c'est pas grave. Et c'est ça qui rajoute aussi à la substance de l'œuvre, quoi. Et du coup, c'était super de bosser avec lui parce qu'il avait une très bonne compréhension justement de pas mal de dynamique autour de la représentation noire et tout ce genre de trucs. Voilà. Et Chun, j'imagine qu'il était curieux de voir ce que ça allait donner. Et parce que j'imagine aussi que t'as une volonté aussi dans ces histoires d'infuser ta propre culture aussi par rapport même à tes origines, et le fait que Jelaya soit aussi du folklore de mythes d'Afrique. Donc alors moi je suis très très nul en géographie, donc je vais pas dire de bêtises. De l'Ouest. Ouais. De l'Ouest. Voilà, c'est quelque chose aussi qui forcément part d'une volonté propre de ta part, parce que tu veux faire découvrir aussi tout un pan de folklore qu'on connaît pas, ou alors qu'on fantasme en fait, parce qu'on a un imaginaire parfois, justement. Enfin, tu parles de Black Panther, mais Black Panther ça reste une création de deux Américains qui rend pas forcément justice à la façon dont les mythes sont faits dans les pays de Centrafrique. Ouais, non, je vais même pas rentrer là-dedans. J'aime beaucoup le film pour plein de raisons, mais oui, ça reste un truc très très américain, avec les limitations que ça a, on va dire ça comme ça.
Oui, vas-y. Mais je reviens du coup sur plus toi, ton approche en fait, comment tu façonnes en fait tes histoires en infusant alors vraiment ces cultures et ces folklores que nous on connaît pas forcément et que tu vas proposer de facto en fait à un public qui n'y est pas forcément, alors soit pas réceptif, mais ça tu le sauras pas avant qu'il l'ait lu, mais surtout qu'il ne connaît pas. Oui, il y a un peu c'est le fameux problème de donner la chance au truc avant de décréter que ça marchera pas. Et surtout que j'ai regardé ce qui existe en termes de BD qui se passe en Afrique sur le marché français, et on est généralement sur deux pans. On a soit un truc très très humoristique et très réaliste. Dans les deux cas, c'est très réaliste généralement. Donc on a du Aya Diopougon qui est génial, mais c'est justement de la BD humoristique, du quotidien, machin. Ou alors on a des trucs genre BD un peu documentaire ou un peu dur dans le sujet, quoi. Donc ça va être du social ou parler de la guerre ou des problématiques de société de ce genre. Et quand on rentre dans de la BD d'aventure ou des trucs un peu plus fantaisistes, je vois la distance entre la personne qui l'a créé et le sujet dont il parle. Il y a pas mal d'éléments qui manquent. Et c'est des éléments de quotidien, c'est-à-dire comment les gens bougent et parlent, et enfin, c'est des trucs genre il faut avoir fait partie de ça pour connaître, ou alors il faut avoir vraiment vécu dedans pour connaître. Et du coup, je pense qu'il y a encore plein de choses à faire à ce niveau-là. Et je sais pas, peut-être que la BD sortait un peu trop justement de ces cases-là spécifiquement. Parce qu'elle s'autorise peut-être à aborder l'imaginaire alors que c'est pas quelque chose qui est fait d'habitude. Parce que justement, si tu parles en fait, on trouve soit des choses plus humoristiques, mais par rapport au quotidien, ou des trucs historiques, sociaux, documentaires. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, toute la part de la fiction, les mythes, l'imaginaire, en fait, celui-là n'existe pas, ou en tout cas pas assez. Ouais, il y en a très peu, et ceux que j'ai vus passer m'ont pas convaincu plus que ça. Et bon, c'est après. J'aimerais beaucoup que la BD soit publiée en France. Après, si on n'est pas, tant pis, quoi. On y arrivera un jour, parce que ce que je te disais en off juste avant, c'est qu'au final, tu commences à avoir quand même pas mal de tes albums qui sont publiés en France. Il y avait notamment Monkey Meat qui était sorti, je crois que c'était le premier, du coup, chez Panini. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste, de Monkey Meat aussi, avec cette approche, extravagante, on va dire, d'avoir vraiment chaque récit une approche un petit peu différente, même dans les styles, où tu t'amuses en fait avec tes personnages à créer cette sorte de mythologie sur cette île diabolique, qui est une forme de caricature à l'extrême de tout ce que le capitalisme peut nous faire et le consumérisme surtout peut nous faire de mal. Et surtout, et comment t'as réussi à le pitcher aussi à Image, parce que c'est pour le coup, c'est à la fois généreux et bordélique, et justement, ça peut faire peur, notamment sur un marché indépendant aux States, ce qui est pas facile non plus. Hein. Ouais, alors lui, il me fait rire parce que littéralement hier, il y a quelqu'un qui est venu se faire signer un numéro de Monkey Meat et qui l'a juste posé et qui m'a demandé. Alors j'ai lu Monkey Meat et je veux juste savoir pourquoi. Juste pourquoi. Et en gros, l'explication que je donne à chaque fois, c'est que pour moi, le principe de Monkey Meat, c'est que j'avais besoin d'un exutoire dans lequel m'amuser, tester des trucs, et aussi pouvoir faire des histoires sur des sujets qui m'intéressent, mais que je peux pas forcément mettre dans toutes les histoires sur lesquelles je bosse, parce que voilà, je fais de plus en plus souvent la blague qu'il faut que j'arrête de faire des histoires sur la colonisation. D'autant qu'en plus j'en fais pas tant que ça. Mais bon, bref. En gros, le principe de Monkey Meat, c'est que j'ai commencé à bosser dessus quand j'avais 17 ans, et je m'amusais c'est un projet qui changeait constamment, une semaine sur l'autre. Le concept avait changé. À chaque fois, j'en parlais à mon pote qui était obligé d'écouter la nouvelle version de ce truc qui avait même pas de nom encore, que j'étais juste en train de créer des persos, et voilà. Et graduellement, il a commencé à prendre la forme qu'il a maintenant, et qui changera encore. Et à un moment, je me suis dit, écoute, teste, genre, amuse-toi, pitch-le chez Image pour voir s'ils le prennent. C'est un peu mon test perso de voir si je peux arriver à faire passer un truc chez Image aussi. C'est quoi, c'est genre juste écrire un mail à Eric Stevenson alors, et ouais, voilà. Ça se passe comment, je suis passé par Sébastien qui m'a filé le mail de Eric, et puis voilà, et le gars m'a dit ouais, vas-y, chaud. Du coup là, on en est au 2e volume. Le 3e, je sais pas encore si je reste chez Image ou si je pars j'ai envie de revenir à ce truc de justement un format qui varie beaucoup, parce qu'en gros, avant d'arriver chez Image, Monkey Meat, c'était des histoires que je faisais chez moi à publier sur internet avec des formats qui changeaient beaucoup. Et quand je dis format, c'est aussi bien au niveau des tailles de pages que
le style de narration, parce que je crois que la première que j'ai faite, c'était une BD numérique où je jouais sur le fait que comme c'était à l'écran, tu pouvais avoir un décor fixe et d'une page à l'autre, les personnages se déplacent dessus, tu pouvais avoir plein de jeux visuels que tu peux pas avoir sur du papier. Et puis après, j'ai décidé de un peu cantonner le projet à une forme fixe en issue qui au final n'est pas forcément l'endroit où tu peux te lâcher le plus. Et du coup là, donc j'ai fait mon test, mais je me suis bien amusé. Ça m'a appris un peu à comment on appelle ça encore, à mettre des petits carcans par-ci par-là pour voir ce que ça peut donner autour du projet. Et pour la prochaine forme, ça sera probablement différent. Et du coup, comme c'est un laboratoire, en fait, pas mal de ce que je fais dans mes BD a été testé dans Monkey Meat avant. Donc, d'une histoire à l'autre. Le crash test en vrai. Exactement. Donc, chaque histoire de Monkey Meat, je m'amuse à changer un peu de graphisme ou tester un style de narration un peu différent. Là, le premier truc auquel je pense, c'est sur le nouveau volume. Il y a une histoire racontée par des hommes préhistoriques qui découvrent l'évolution de leurs propres outils, en gros. Et donc, l'histoire commence avec un perso qui façonne un truc avec de la boue. Et du coup, toutes les bulles toutes les bulles de narration sont entourées par de la boue. Et graduellement, quand il commence à découvrir les outils en pierre et machin, les bulles se transforment en copeaux de bois et en sculpture, en fait. Et voilà, donc, juste parce que je m'étais dit, vas-y, fais un truc où t'essaies de trouver une idée dans la narration qui te permet de véhiculer cette idée d'une espèce d'évolution psychologique de tes persos, pendant que le gars qui leur a apporté cette évolution psychologique se révèle être un traître et un usurpateur. Et voilà. Donc chaque histoire sert à tester des trucs pour voir, pour m'amuser. Donc là où c'est fun, c'est que du coup, au niveau des réactions, déjà, ça a eu plus de succès que ce que je pensais. Aux États-Unis, tu veux dire? Ouais. Et surtout, je remarque que c'est la BD dont on me demande le plus souvent, est-ce qu'il va y avoir une suite? On me pose la question sur d'autres, mais Monkey Meat, c'est vraiment celle où les gens viennent me voir en me disant, soit j'ai rien compris du tout, soit j'ai tout compris et j'ai adoré, soit j'ai rien compris et j'ai adoré, mais invariablement, on me demande, du coup, vous allez en faire d'autres? C'est quand? Et ça fait super plaisir. Voilà, pour un truc que tu fais plus ou moins pour t'amuser, c'est génial. Est-ce que ton préféré du coup c'est j'ai rien compris mais j'ai adoré? Ouais. Non, en vrai, surtout sur le deuxième, il y avait un peu plus de réflexion derrière chacune des histoires. Là, je me suis amusé en plus à rajouter des faux articles et des interviews et découvrir le monde et machin et des pages où je fais de la recommandation d'œuvres culturelles africaines que je trouve intéressantes, donc des films, des sculptures et des trucs comme ça. Donc il y a de plus en plus de ma part un intérêt de utiliser cette plateforme pour qu'elle serve à quelque chose aussi, que ce soit pas juste un exutoire pour toi, que ça puisse aussi être un peu pas instructif nécessairement, mais genre satisfaire la curiosité des gens en face, quoi. Maintenant que je sais que justement il y a des gens qui aiment lire ça et qui viennent pour le côté un peu barré du truc, et je me dis ça peut être aussi l'opportunité de leur faire découvrir des trucs qu'ils connaissent pas forcément. Voilà, ça sera à un moment, Monkey Meat, ça va devenir une espèce de dialogue entre moi et les lecteurs du truc, je pense. Puis on le sent quand même aussi, cette envie de t'amuser, sur le découpage, sur la façon dont tu mets en scène l'action notamment. Enfin, je trouve qu'il y a toujours des séquences qui sont complètement débiles, en fait, oui. de dynamisme. Et je veux savoir si t'avais une approche particulière, enfin, parce on parlait de Tartakovsky avant, enfin voilà, il y a beaucoup de TB qu'on lit, on se dirait putain, mais en fait c'est une série Cartoon Network direct, oui. Quoi, en fait, qu'on aimerait voir ça. Je sais pas si t'as une approche particulière. Justement, j'utilise l'approche de Samurai Jack, c'est-à-dire que je fais pas de script. Je fais un storyboard directement, donc la majorité de la narration est faite visuellement, et justement pas mal de ces histoires, surtout celles où il y a genre des grosses bagarres, c'est moi qui essaie de m'entraîner dans tout ce qui est guider l'œil et lisibilité, ce genre de trucs, tester des outils justement, genre qu'est-ce qui marche mieux pour faire des lignes de vitesse? Est-ce que je prends un gros pinceau ou des lignes toutes fines, ou enfin voilà, ça varie pas mal à ce niveau-là. Alors parenthèse, tu bosses en tradi ou en numérique? Ouais, alors les deux. Les deux, ouais. Pardon. Ça varie beaucoup en fonction de mon mood, du style que je veux que ça ait aussi. Avec Boy Wonder, je suis revenu sur du papier, et depuis je fais que du papier, quasiment. Il y a des couvertures que je fais encore en numérique, mais généralement quand je dois faire des pages,
j'aime bien avoir genre la texture de l'encre et pouvoir tester des outils différents, et il y a des outils dont je sais qu'ils vont me donner une certaine épaisseur ou des trucs comme ça. Quand bien même tu sais que sur papier t'auras pas autant de facilité à revenir en arrière si tu fais un truc qui te plaît pas, ça c'est quelque chose. Ouais. Peut-être que maintenant t'es assez suffisamment à l'aise en fait pour savoir que tu vas pas faire des non, erreurs. je suis pas à l'aise du tout, moi. Justement, on en revient au fameux truc de constamment tester des trucs et faire des trucs avec lesquels t'es pas à l'aise et que je sais pas. Donc non, très souvent je me foire. Il y en a où je me dis, écoute, c'est pas grave, tu les laisses là. En fait, j'ai décidé d'accepter le chaos de mon propre dessin. Et justement, tout ce qui est les erreurs, les trucs qui sont un peu déformes, machin, j'ai fini par me dire, en fait, pour avoir testé de dessiner de manière beaucoup plus propre et carrée et tout ça, ça marche pas. Il manque un truc, ça devient ultra statique et froid et inintéressant. Je me suis dit, en fait, juste accepte le fait que tu vas avoir des lignes qui tremblent un peu et des trucs comme ça, genre, faisant une part intégrante du truc. Donc ce qui veut dire aussi que lorsque je regarde mes planches selon les jours, il y en a où je me dis franchement ça va, ça passe bien, et d'autres où je me dis putain c'est dégueulasse sur la même planche. Voilà, donc je peux faire une planche pendant la semaine et dans les 3-4 jours qui suivent, je change d'avis à plusieurs reprises sur est-ce que ça marche ou pas. Il y en a où vraiment je me dis c'est pas bon et je recommence la case. Mais souvent je me dis écoute, accepte le truc, et s'il y a un truc que tu considères vraiment comme étant pas ce que tu voulais, tu pourras toujours réessayer sur une histoire suivante pour retester, améliorer le truc. Est-ce que tu arrives à te faire violence aussi pour pas reprendre toutes tes planches, parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont comme ça en fait, justement à regarder en arrière, à faire non mais en fait ça j'aime pas, et à vouloir retravailler, mais toi il y a un moment aussi où tu acceptes de dire non mais en fait elle sera pas parfaite, mais ça fait partie aussi de du taf que je livre en fait. Alors il y en a certaines que je reprends quand même, mais en général j'ai tendance à essayer parce qu'en fait je me connais, je sais à quel point j'ai tendance à trop réfléchir, trop remettre en question, pas juste dans le dessin, en plus dans plein d'aspects de mon existence. Donc j'essaie un peu de me faire violence en me disant, pour avoir testé des planches ou des cases que j'ai repris, et de voir que le deuxième essai il est encore moins bon que le premier, parce que justement il manque l'énergie du premier essai en fait. Et si le deuxième essai il a je sais pas, une main où les trucs sont un peu, les doigts sont un peu mieux placés, mais qui te manque l'énergie que t'avais dans le dessin d'avant, je préfère choisir celui où il y avait encore l'énergie du dessin d'avant. D'accord. J'ai une autre question un peu générale et tu me diras si j'ai une bêtise, mais j'avais cru comprendre que souvent, en fait, tu fais tes BD avant même qu'elles soient signées chez qui que ce soit, et qu'ensuite tu les proposes aux éditeurs. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui. Alors, par exemple, je me rappelle de Mobilis où tu t'avais dit pendant plusieurs années auparavant que tu avais une histoire de Nemo, ta réinterprétation du Capitaine Nemo, et ce qu'on comprenait, c'est qu'en fait elle était déjà en production alors même que tu cherchais un éditeur. Je sais pas si tu fonctionnes à chaque fois comme ça. Alors, tout ce qui est dans un cas comme Boy Wonder par exemple, je dis j'y touche pas vraiment avant d'avoir signé le truc, parce que voilà, quand c'est des BD entièrement à moi, pour moi, là ouais, ça peut m'arriver de démarrer la BD avant d'avoir signé un truc. Maintenant je fais un peu plus attention parce que en fait c'est le manque de temps. Je me rends compte à quel point à force d'accumuler des trucs, des projets, des commandes et des trucs comme ça, t'as moins de temps pour bosser sur tes projets à toi. Et du coup ça, plus le fait que quand tu signes un projet, l'éditeur aime bien que t'aies pas trop commencé sans lui, histoire de pouvoir justement corriger les trucs s'il y a des trucs à corriger, sans avoir à reprendre des pages entièrement, voilà. Donc maintenant que justement j'ai des éditeurs que je connais, avec qui j'aime bien bosser et tout ça, je leur dis même en amont, je bosse sur ça, est-ce que ça peut t'intéresser, et voir avec eux. Donc là pour l'instant maintenant je suis entré dans une phase où j'envoie un pitch et on voit ensemble, mais par contre ma logique de si t'arrives pas à le placer quelque part mais que t'as vraiment envie de le faire, tu le fais quand même, elle est toujours là. C'est juste que pour l'instant j'ai encore suffisamment de chance pour que j'arrive à placer mes bouquins quelque part, même en galérant un peu. Genre Earl King il a fait peur à 2-3 personnes. On a fini par le faire en Kickstarter avec Sébastien. Ouais. Et voilà. Sébastien que tu suis ou qui te suit, qui t'accompagne, parce que donc j'étais chez TKO, maintenant il a monté sa propre structure God's Flying Press. Voilà. Donc toi tu continues de bosser avec lui parce que j'imagine que maintenant vous avez aussi une relation de confiance et de connaissance qui fait que ça marche. Et qui m'a fait rire parce que Earl King on m'avait dit. Après pourquoi Earl King ferait plus peur que alors la justification qui m'avait été donnée, c'était la narration non linéaire et le côté un peu fantasy, sans forcément tous les trucs un peu.
quand les gens pensent fantasy, ils pensent beaucoup armée et bagarre et trucs comme ça. Hulking, c'est pas le cas. Non, mais c'est du conte en fait. C'est ça. Ce qui m'a amené même sur une autre forme, parce que justement, narration linéaire, mais Monkey Meets aussi non linéaire. Presque, on va y revenir sur Boy Wonder, mais tu pourras avoir une approche assez non linéaire, puisqu'en fait chaque chapitre revient aussi sur une relation de Damian avec un autre Robin. En fait, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que tu aimes bien, en fait, cette structure du conte. Oui. De la petite histoire que l'on raconte et effectivement qui transparaît encore plus dans Hulking, qui est littéralement un recueil de contes en fait. Ouais, voilà. Et puis comme en gros le fait que Hulking joue avec les époques, c'est-à-dire que chaque histoire se passe à une époque différente mais pas dans l'ordre chronologique, donc voilà, le retour c'était on n'est pas sûr parce que ça peut être un peu difficile d'accès et quelqu'un m'a dit, je sais plus lequel, ouais non, je sais qui c'était mais je vais pas dire, qui m'avait dit que ce type de bouquin marchait pas des masses. Que ça avait l'air cool et tout, mais qu'en gros ce type de bouquin marchait pas des masses. Et du coup on l'a fait en Kickstarter, on a eu notre truc financé à 100% en moins d'une heure, on a eu je sais pas combien de fois plus que ce qu'on avait demandé au bout d'un mois. Et moi ce qui me bute c'est que jusqu'à maintenant, malgré le prix du bouquin, parce que c'est un bouquin Kickstarter donc ça coûte généralement pas mal, donc les 40 balles la version normale et $50 le voilà le truc doré machin, c'est un bouquin alors qui est très beau mais qui est tout petit en termes de format. Ouais non mais voilà justement moi j'étais un peu flippé à l'idée de, en plus ça m'amuse pas de faire un bouquin qui soit cher en fait. Pour le lecteur c'est pas intéressant. Moi, je préfère faire un truc qui justement soit cheap et que tu puisses acheter et voilà. Donc, mais là où ça m'a impressionné, c'est que malgré ça, Sébastien m'a envoyé un email en me disant, en fait, on n'arrête pas d'en envoyer, on n'arrête pas de recevoir des commandes de mêmes magasins qui nous disent, en fait, on vous en a commandé, je sais pas combien, en fait, on les a tous vendus, on en veut d'autres. En fait, ça fait super plaisir de voir que l'air de rien, malgré ce qu'on m'a dit sur le manque de viabilité du truc, en fait, il a l'air de marcher plutôt sympathiquement, quoi. Est-ce qu'on peut passer un peu à Robin quand même? Ouais. Parce qu'à la base, c'est pour ça qu'on est là aussi, et je vais me faire engueuler par les attachés de presse si on parle pas de l'album. Mais la genèse de The Boy Wonder, parce que pareil, t'as déjà fait des interviews sur le sujet, donc il y a des traces écrites un peu partout. T'avais émis l'idée d'un truc sur Robin. C'est DC t'as fait OK vu, et pendant 2 ans c'est resté statu quo, et puis quand on a reparlé une fois, je crois en faisant un tweet, là on t'a contacté. C'est ça un peu. C'est ça. Est-ce que je raconte bien? Ouais non franchement ouais c'est ça. C'est j'avais la première fois que j'ai été contacté par DC, j'avais déjà le projet en tête. Enfin je l'avais écrit en fait, voire même j'avais déjà dessiné les personnages. Et c'était aux alentours de 2021 je crois, 2020-2021. Et à la base du coup DC m'avait contacté pour autre chose, genre une histoire courte, un truc comme ça, et j'ai dit que ça m'intéressait pas, mais que du coup j'avais un truc de Robin que j'avais commencé sur lesquels je m'amusais pour moi en fait, parce que c'était un peu mon exercice personnel, c'est-à-dire j'avais bossé avec aucune compagnie encore à ce stade, c'était purement imaginons cas totalement hypothétique, un jour on te laisse l'opportunité de bosser sur un personnage de licence qui existe déjà, tu prendrais qui, tu ferais quoi avec? Et pour moi Damian ça se présentait bien parce que je me retrouvais beaucoup dedans. Et du coup parce que t'es le fils non reconnu d'une assassin et d'un justicier, ça serait tellement drôle si c'était ça. Pourquoi Robin et pourquoi Damian? Justement par rapport à la parentalité et enfin au rapport aux parents et au métissage aussi de ce personnage. Ouais, alors justement, ça c'est un aspect que j'ai laissé plus en filigrane, mais qui était dedans. J'avais même littéralement pitch le truc, enfin le logo qu'il y a sur la couverture, c'est moi qui l'ai fait, sauf que c'était pas censé être le logo final. Je leur avais envoyé en leur disant, je pensais à ça, genre un mélange entre justement des arabesques, un truc très oriental et un truc plus médiéval européen, l'idée étant d'essayer de jouer sur l'espèce de métissage justement entre les deux esthétiques. En fait ils ont juste pris mon logo et ils l'ont mis sur la couverture, donc j'ai vu la couverture et j'ai fait mais bon bref, mais en gros ouais, donc ça faisait partie des éléments du truc. Là où pour moi c'était intéressant, c'était que c'était un gamin qui avait beaucoup de problèmes d'insertion dans sa famille, dans la société en général, pour plein de raisons, de trauma d'enfance et des trucs comme ça, mais où les gens autour de lui étaient aussi intéressants. En particulier sa daronne en fait. Et donc de la même manière que moi j'avais des trucs perso dans ma vie qui faisaient écho à ce genre de thématique, c'est lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette espèce d'exercice perso, je me suis dit on va partir sur ces thématiques-là. Donc très rapidement, pour moi, l'intérêt était pas tant tu bosses sur Robin ou tu bosses sur Batman. Pour moi, l'intérêt c'était t'as une histoire à raconter, tu utilises ces persos un peu comme prétexte pour le faire. Donc je les ai tous modifiés plus ou moins en fonction de ce dont j'avais besoin pour mon histoire, tout en étant relativement proche de ce que ces persos sont censés être à la base.
C'est ce que j'appelle l'approche Darwin Cook ou Paul Dini, c'est-à-dire genre les séries animées et les BD de Cook, c'est-à-dire tu prends une espèce de d'ersatz du perso, genre l'élément quintessence du personnage, tu modifies ce dont tu as besoin pour ton histoire, mais fondamentalement tu restes fidèle au cœur de ce que ce perso est censé être. Donc voilà. Et après, donc DC me contacte, je leur propose. J'ai pas de nouvelles pendant 2 ans, mais ça m'a ouvert la porte en gros, parce que du coup elle m'a dit on va pas le faire maintenant, mais on peut te filer une histoire de 30 pages écrite par quelqu'un d'autre sur Damian. Donc ça m'a permis justement de test, comment on dessine ses persos, cette esthétique, tout ça. Et 2 ans plus tard, je fais un tweet parce que je suis retombé sur le dossier. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai envie. Cette histoire me tient encore à cœur, j'ai encore envie de la raconter. Et du coup, j'ai fait un tweet et Chris Conroy, l'éditeur du Black Label, m'a contacté. Et voilà. Après, c'est des mois d'attente pendant que le pitch est envoyé en validation. Ouais, parce que ça, comment ça se passe quand on travaille pour DC? Alors, parce que même si c'est du Black Label, donc c'est censé être hors continuité, ou en tout cas, le label a cette image un peu de carte blanche aux auteurs, en gros, quand tu rentres dedans. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que tu peux tout te permettre ou pas, sachant que après toi, bah pour le coup, c'est un des seuls projets Black Label en plus qui a presque une carte jeunesse / young adult en fait dans sa vibe, alors que généralement les autres c'est ouais, il y a du sang, c'est violent et tout ça. Et toi, c'est vrai que t'as une approche assez radicalement différente. Mais est-ce que DC t'autorise tout quand tu leur proposes bah ton histoire, les designs? Est-ce qu'on te dit alors par contre les designs, faut que tu suives le guide actuel? Comment ça se passe? Alors il y avait pas de guide. C'est drôle d'ailleurs parce qu'au moment où j'ai pitch le truc, l'une des réserves de Chris, c'était est-ce que ça rentre dans le Black Label justement? Est-ce que c'est pas trop justement trop enfant machin? Donc il m'a envoyé un email en me disant en gros moi ça me dérange pas, mais si jamais en haut on me demande est-ce que ça rentre vraiment dans le Black Label, si jamais ça devient des arguments pour dire non, qu'est-ce que je leur dis? C'est à quoi j'ai répondu qu'ils allaient lire Monkey Meat et qu'ils reviennent ensuite me dire si le graphisme peut pas fonctionner avec un truc voilà. Et c'est passé. Après, au niveau, ils m'ont rien fait changer dans l'histoire, à part la relation entre Jason et Damian, où j'étais parti sur une autre type de dynamique à la base, parce que je voulais partir sur l'idée du gamin qui est le petit frère, qui a pas conscience des dynamiques des plus grands dans la famille et qui réalise au fur et à mesure du temps la nature réelle en gros des relations des gens. Et dans ce cas-là, c'était il voyait Jason comme une espèce de grand frère rebelle avec le cliché du gilet en cuir voilà, à James Dean et tout, qui se serait barré de la famille. Et avec l'aventure qu'il a ensuite, il découvre à quel point en fait non, ce gamin en fait il a besoin d'aide et il a repoussé sa famille tellement loin que eux-mêmes ont fini par se dire on sait pas comment aider ce gars en fait. Donc en fait on était fondamentalement sur la même histoire, mais le cœur de leur relation était différent. Et c'est Chris qui m'a dit non, d'habitude ces deux persos peuvent pas se piffrer, on aimerait rester fidèle à ça. Je dis ok. Et justement ça a permis même à mon avis d'améliorer leur dynamique. La case où Damian part de chez lui et lui dit je dirais pas que t'as de la chance mais je t'ai toujours envié ou un truc comme ça, j'aurais pas eu ce moment si j'étais resté sur l'idée de base que j'avais. J'aurais probablement eu un autre, mais ce moment-là c'est probablement devenu ma case préférée de l'histoire. Après le reste, j'ai pas eu de directive particulière. Il y a même des trucs que j'aurais voulu mettre dans la BD que j'ai pas pu par manque de place, où je pensais qu'ils me diraient non parce que j'ai 2-3 blagues sur les flics. Enfin pas des blagues, mais genre un running gag de à quel point de ce fameux truc de livrer un criminel aux flics et puis la semaine d'après il est à nouveau dans la rue et voilà, et tous les problèmes qui découlent de ça. Manque de place, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais je m'attendais à ce que en le voyant dans le pitch les gars me disent un peu tendu quand même, et en fait non. Ouais, ça a été autorisé, mais c'est-à-dire que alors de ton côté, est-ce que t'as aussi fait des recherches beaucoup? Je sais pas si t'es un énorme, enfin tu parlais des bandes dessinées Batman TAS quand t'étais tout jeune, mais je sais pas dans quelle mesure t'es resté fan ou pas de l'univers de Batman et des Robins, et dans quelle mesure t'as fait des recherches juste de lecture ou simplement des recherches de caractérisation, parce qu'il y a vraiment effectivement ce côté chaque chapitre dédié à un autre Robin en fait. Ouais. C'est vraiment le Robin 101 quoi. C'est qu'est-ce qu'il est ce personnage, qu'est-ce qu'il représente, et ensuite donc qu'est-ce que ça apporte à Damian leur interaction. Mais t'as vraiment, si t'as jamais lu d'essai de ta vie, t'as quand même une synthèse parfaite de qui sont tous ces Robins, les 4 Robins principaux. Ouais. En fait moi je suis pas fan de quoi que ce soit. J'ai pas ce gène visiblement. Moi j'aime les œuvres créées par des auteurs spécifiques. Donc je suis pas fan de Batman.
j'aime Batman la série animée, j'aime quelques BD Batman par certains auteurs. J'irai pas lire un truc parce que c'est Batman et machin, et je connais finalement assez peu ces univers, donc ça m'arrive régulièrement de faire des recherches. Surtout que maintenant, je commence à recevoir des offres de boulot qui se passent dans l'univers principal. Ouais. Et là, pour le coup, je fais des recherches aussi extensives que je peux pour être au courant des historiques de ces personnages, mais c'est purement pour pouvoir savoir avec quoi je bosse, quels sont les outils que j'ai à ma disposition. Dans le cadre de Boy Wonder, comme ça c'était pas l'univers principal, je me suis concentré sur qu'est-ce qui fait le cœur de ces persos. Il y en a que je connaissais plus que d'autres, genre Dick Grayson, je le connais mieux parce que j'ai lu Robin Year One et ce genre de trucs que j'avais lu parce que j'aimais la BD. Damian, je le connaissais parce que j'ai lu Son of Batman et Super Sons, parce que je les aimais bien aussi. Red Hood, je connaissais le film animé. Je suis pas sûr d'avoir lu la BD Red Hood. Tim Drake, je connaissais quasiment rien. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je connais toujours quasiment rien. Mais j'ai fait des recherches de, ok, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, les éléments un peu phares de l'historique de chacun. Et ensuite, tu modifies pour ton histoire et tu t'arranges pour essayer de rester fidèle à ce que ce personnage représente. Donc, même les histoires, les aventures qu'ils ont dans Boy Wonder sont un peu calibrées pour aller avec la personne que ce personnage est censé être. Tim, s'ils vont à un gala avec des gadgets et machin, c'est parce que justement, moi, j'aimais bien le Robin à gadget, le côté super, infiltration. Super smart. Voilà, exactement. Le moment où j'ai eu le déclic de quand on va avoir la case flashback de Tim enfant avec Batman, là où les autres, on les avait vus en costume, lui, j'avais envie qu'on le voit avec un ordi portable et puis l'espèce de S qu'on dessinait tous quand on était au lycée, avec un bonnet sur la tête. Sur cette case, on le voit pas, mais il était censé avoir un gros jean avec des trous. Enfin, je l'avais habillé hyper années 2000, à côté de Bruce qui s'habille en Matches Malone pour aller s'infiltrer, parce que je voulais montrer cet aspect-là de ce que Batman leur avait appris. Donc voilà, donc c'est des trucs que j'ai appris en faisant des recherches rapidement. Mais les décisions en général étaient motivées par qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'ils apportent à Damian en termes de développement personnel, et quels sont les éléments que je peux utiliser pour raconter une histoire fun et intéressante autour de ça. Voilà, Talia, c'est pareil, la raison pour laquelle elle a un chapitre, c'est parce que, encore une fois, je me suis basé sur mon expérience perso, j'ai posé plein de questions sur ma propre mère à des membres de la famille, des amis et tout ça, et j'ai commencé à me construire une narrative autour de qu'est-ce qui mène une personne à se retrouver dans une position pareille, en te servant d'une personne que tu as connue physiquement, dont tu connais l'historique parce que tu l'as vécu, ou en tout cas une bonne partie. Tu peux appliquer ça à un personnage de fiction avec ses spécificités à elle, parce que ma mère n'est pas Talia. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne généralement. Du coup, là aujourd'hui, c'est devenu drôle parce que je vois des gens sur Internet faire des posts sur Tumblr ou autre, base de, il aime beaucoup ce personnage, il le connaît à fond, il a fait une référence à tel BD, j'ai jamais lu la BD en question. Ah ouais, t'es pas allé lire Son of the Demon, tous les anciens, les passages de O'Neil Adams. Alors, je l'ai pas lu, quoique si, je crois que celui-là. Bon, si t'as des avis, tu fais bien semblant en tout cas. Ouais. si, je crois que Son of the Demon, j'ai dû le lire. Mais voilà, mais c'est des trucs que je me fais une liste de qu'est-ce qui est intéressant comme point à connaître entre guillemets, et je vais les lire, mais voilà, c'est de la recherche de la même manière que quand je crée un projet, je vais faire des recherches historiques ou des trucs comme ça, c'est du taf quoi. Et j'imagine que c'était super plaisant aussi peut-être pour toi de développer le côté oriental de Damian en fait, avec sa famille, avec le masque de démons que tu lui dessines. Ça, ouais. C'était des choses qui étaient la part de liberté que t'offre un projet en Black Label. Ouais. Et c'est typiquement le type de truc où je me dis, forcément il y avait une limite parce que lui et ses origines à lui ont rien à voir avec les miennes. Donc on en revient au fameux truc de il faut l'avoir vécu pour être capable d'aller vraiment à fond dans certains trucs. Ça, tu penses que c'est une règle règle non, mais c'est un avantage, on va dire ça comme ça. C'est et pour moi c'est pas forcément une question d'être né dedans et machin, mais grosse recherche, le vécu aide beaucoup en fait. Et là pour le coup, dans le cas de Boy Wonder, un élément où genre j'adore les contes. J'ai grandi dans un pays musulman, donc il y a beaucoup d'influence arabe aussi. Mais il y a forcément toujours un moment où tu vois une limite aussi à ce que tu connais, parce que Damian, il a des origines arabo-nord-africaines, chinoises. C'est très vague le truc, ce qui d'ailleurs n'aide pas parce que je vois plein de gens avoir des avis très très tranchés sur comment ça devrait être présenté. Et le premier truc qui me vient en tête, c'est il vient d'où concrètement? C'est quoi son pays d'origine? C'est quoi sa culture? Parce que selon que tu viens du Maroc ou tu viens d'Afghanistan, c'est pas le même. Voilà. Bref. Et du coup, ces limites, elles viennent aussi de là.
elles viennent du fait que tout est très vague au niveau des origines de Ra's al Ghul, Talia et Damian au niveau culturel, et du fait que, n'étant pas de ces cultures-là, il y a forcément un moment où, pour moi, je peux pas aller tant à fond que ça. Et puis, de toute façon, comme c'était pas le sujet de l'histoire, ça allait. Mon intérêt, en fait, c'était que autant je connais pas les spécificités absolues de ces backgrounds, mais je sais ce que c'est qu'être métisse. Et je sais comment véhiculer ça d'une manière, du coup, un peu fantasmagorique et machin, mais qui touche un peu à une espèce d'universalité dans l'expérience d'être pris entre deux feux, deux mondes. Ouais, voilà. Qui sont même pas forcément opposés d'ailleurs, même si là, en l'occurrence, ils le sont, parce que c'est Batman et Ra's al Ghul, mais voilà, l'intérêt pour moi, il était là-dedans, et puis après, tu rajoutes un peu de fun avec des créatures un peu fun à dessiner. Ça te donne une excuse pour aller te replonger dans les contes des mille et une nuits et ce genre de trucs. Parce que voilà, je crois que je l'avais pitch justement en disant c'est Scheherazade, le même mécanisme en fait, nuit après nuit, sauf que là, bon, c'est une seule nuit. Mais ce truc de je vais te raconter une histoire aussi bien pour gagner du temps que pour essayer de te faire changer en tant que personne. Ouais, ce qui est super intéressant, mais aussi même dans le message que tu délivres en fait sur ce Damian qui pense être seul en fait, et à la fin t'as presque une sorte de TED Talk en fait, en fait ou même où j'ai l'impression que tu t'exprimes par rapport, enfin que c'est toi-même qui t'exprimes en disant en fait je vous remercie parce qu'ensemble on peut changer le monde quand même, parce que voilà, on a une certaine force ensemble. C'est quelque chose qui transparaît beaucoup, j'ai l'impression, dans ton œuvre de façon générale, cette envie alors même s'il y a de la bagarre dans tes BD et qu'il y en a aussi dans Boy Wonder, mais de dire en fait une poignée de main, une étreinte, aller ensemble dans une direction, c'est plus important en fait que de chercher à se taper dessus. Ouais. Surtout que là, comment dire, du fait du type de personnage que c'est et du contexte dans lequel ils sont, genre, encore une fois, le fait que Batman bosse avec les flics et ce genre de trucs, forcément, il y a des questions qui se posent, en fait. C'est-à-dire, notamment, à quoi tu sers, fondamentalement, ton utilité au quotidien, l'impact réel que t'as et ce genre de trucs qui sont, pour moi, le super-héros, c'est un concept qui est justement très enfantin, qui doit le rester. C'est-à-dire que tu vas pas rentrer dans un pamphlet hyper compliqué, et tu vas pas non plus tomber dans le gros réalisme hyper bourrin avec justement du gore et plein de complexités qui vont pas avec un concept aussi simple que, imagine si t'avais le pouvoir de changer le monde. Et donc là, on restait à peu près sur ce registre-là. Et je voulais finir d'une manière qui fasse écho à tout l'arc que Damian vient d'avoir, qui était justement qu'en fait, le titre de Robin, il est pas qu'à toi. Ça se partage, ça se lègue. T'es pas tout seul, et à force d'être misanthrope, en fait, tu te mets un peu en dehors, justement, de tout ce qui pourrait t'apporter de la joie et que toi, tu pourrais apporter de la joie à d'autres gens. Et du coup, la BD se finit un peu sur cette réflexion de, ok, on mélange les deux. On mélange ces notions de travail en commun et de choses communes à quoi on sert et concrètement quel impact on veut avoir autour de nous. D'où l'idée de comment la BD finit avec lui qui décide d'encore plus élargir justement le concept de Robin, le titre de Robin, à quelque chose de beaucoup plus proactif au quotidien des gens. Et ça, vu les trucs que j'ai écrits récemment qui sont pas encore publiés, ça va se perpétuer de plus en plus dans d'autres projets. Toi, t'avais lu parce que ça fait écho quand même à une série qui s'appelait We Are Robins, qui était sortie, c'était il y a, je crois, bientôt une dizaine d'années, qui était un peu aussi dans ce concept-là, en fait, avec le recrutement de jeunes garçons et jeunes filles un peu défavorisés des bas quartiers, mais qui se regroupaient sous l'insigne et le blast de Robin pour essayer de faire changer les choses. Mais je sais pas si c'est fortuit ou si c'est quelque chose que t'avais lu par hasard. Ah non, c'était dedans. C'était même mentionné dans le pitch. Je leur avais dit, la fin, c'est une sorte de réinvention de We Are Robin en mode plus proactif, proche de la communauté. J'avais envie de finir ma BD avec un gamin qui porte un badge Robin et qui aide une mamie à transporter ses courses après le supermarché. Parce que, en fait, je pense que c'est ce truc d'avoir grandi au Sénégal et de se dire, on n'a pas besoin de quelqu'un qui tape sur les criminels. On a besoin d'un gars qui t'aide à trouver un taf, qui aide ta mamie à s'occuper de son jardin ou de sa maison, et quand le bâtiment commence à se délabrer, de pouvoir compter sur des gens qui viennent t'aider à reconstruire et ce genre de trucs. Donc voilà, moi c'est venu de là. Est-ce que tu as d'autres envies de personnages DC? Parce que tu as mentionné les Super Sons, mais c'est vrai que on se verrait totalement pouvoir faire une BD Super Sons ou aller vers les Titans. Je sais pas si c'est quelque chose dont tu as des envies.
à l'heure actuelle? Ou après, je voudrais pas que tu te prennes un breach de NDA si t'es déjà en train de rebosser avec DC. Mais je bosse sur des trucs, mais j'ai pas signé de NDA, même juste pour des questions de pas qu'on appelle ça encore, de pas tenter le diable. Je vais pas ouvrir ma bouche pour l'instant, mais en fait la question qu'on me pose à chaque fois, c'est quel personnage j'ai envie d'utiliser. En fait, c'est pas comme ça que je marche, du coup j'en ai pas vraiment. Non, parce qu'on a vu que tu fonctionnais pas cet affect, parce que je voulais te poser au début, alors c'est quand même cool, parce qu'avec Robin, tu peux dessiner Batman qui fait un énorme uppercut en plus. Oui, voilà, très, très manga pour le coup, mais bon, au final, tu t'en fous, parce que voilà. Alors, j'avoue, dessiner une double page de Batman qui fait un uppercut, c'est fun, hein, on va pas se mentir. Je l'ai offert à une amie, parce qu'elle adore Batman, c'était l'une de mes pages préférées, justement. Elle habite où cette amie? T'as vu cette page? Et du coup, ouais, donc non, clairement, il y a un élément fun là-dedans. Oui, forcément, tu bosses sur ce truc. Il y a plusieurs moments où tu fais une pause et tu regardes ta page et tu fais, je suis quand même en train de dessiner Batman. Voilà. Donc oui, forcément, cet élément existe. Officiellement. Oui, voilà. Donc cet élément existe, absolument. Après, effectivement, c'est généralement pas la raison pour laquelle je bosse sur un truc. Ce qui veut dire que je pourrais me retrouver à bosser sur un perso ultra random, parce que les thématiques que je veux aborder correspondent à ce perso-là. Donc là, même en ce moment, j'ai d'autres trucs de prévus avec DC et je vois les personnages que j'ai commencé à mettre dans mes pitchs et c'est pas des persos qui sont très utilisés, mais je les ai pris parce que j'ai réalisé que tel aspect que je voulais aborder, ce personnage y correspondait bien et que plutôt que d'en inventer un, je pouvais l'utiliser lui ou elle. Voilà. Donc généralement, ça fonctionne comme ça. Et après, le fun, il vient dans l'après. Le fun de tiens, t'es en train de dessiner machin. Ouais. Ça, on te demande, j'imagine souvent, je sais pas si tu fais des conventions, mais on te demande du coup alors maintenant on commence à te dire est-ce que tu peux dessiner ce personnage-là, ce personnage-ci. Pas beaucoup, parce que j'en fais pas beaucoup encore. Il y a plein de raisons de santé, mais ça se fera plus, je pense. Et là, ouais, cette année pour le Kickstarter, on avait laissé il y avait des slots de commission, et donc il y en avait une dizaine, je crois, où les gens me demandaient ce qu'ils voulaient. Et généralement, c'est un super-héros qui fait un truc, Wolverine ou Silk qui chill sur un rebord de fenêtre, un truc comme ça. Et c'est sympa. Et j'avais juste une dernière question, mais c'est deux sous un angle un petit peu similaire. C'est d'une part, en fait, ces BD qui sont traduites qui sont publiées aux États-Unis arrivent en France après, genre Mobilis, qui est donc traduit. Mais c'est-à-dire que toi, tu bosses tes scripts directement en anglais, en fait, sur le projet. À aucun moment, t'as un script français que t'aurais juste pu donner à l'éditeur. Ouais, non. Le seul livre que j'avais commencé en français et que j'ai changé en anglais ensuite, c'est Djelia. D'accord, ouais. Voilà. Donc, il doit probablement avoir une version française de Djelia quelque part, d'ailleurs. Genre, le début de la BD. C'est l'argument de Massu pour dire à un éditeur, vous avez même pas besoin de le traduire. En tout cas, pas le début de la BD. Déjà là. Sachant que Djelia, ce serait la BD que je veux traduire moi-même. Ah ouais. Les autres, la reprendre toi-même. Ouais. Parce que justement, on en revient au détail de langage, ce genre de trucs. Oui. Là où les autres, je laisse de vrais traducteurs traduire parce que ils le feront mieux que moi. D'accord. Et dernière question, c'est est-ce que maintenant que t'as quand même été beaucoup publié, parce qu'on n'a pas parlé de parce que je pense que Mobilis et Hurking, j'aimerais bien en fait attendre que Hurking soit publié en France pour faire un pan plus jeunesse en fait et plus dans ces histoires là. Mais est-ce que faire de la créa pour le marché français directement, c'est quelque chose maintenant sur lequel tu comptes revenir un jour ou pas ou oui, grave. Bien, ouais. Ouais, j'attends que ça, hein, franchement. Il y a déjà des gens qui m'ont approché et c'est plus soit des trucs où ça doit se reporter à plus tard ou pas le bon moment, j'en sais rien, ça varie. Mais oui, grave. J'ai zéro. En fait, j'ai même envie de bosser avec le marché français. C'est juste que à force de faire des projets les uns derrière les autres, t'as pas de temps. Et il y a plein de contacts que j'ai pas encore. Là, ça commence là depuis 2 ans à peu près. C'est ça en fait, c'est à force de faire des conventions, des festivals, des trucs ici. Je commence à rencontrer plus de gens, plus de discussions sur voilà. Donc ça viendra. J'aimerais bien s'il y a des gens qui ont envie, voilà. Mais d'abord une courte pause, puisque tu disais juste donc la BD, là t'es en train de finir de quelques projets, mais qu'après tu voudrais prendre une sorte de respiration pour te ressourcer peut-être. Non, alors la respiration ça devait être cette année, sauf c'était pas cette année. Voilà, et puis surtout j'ai été approché par quelqu'un qui m'a dit je t'ai suggéré pour bosser sur tel truc. Résultat, ça fait 5-6 mois que je bosse sur un pitch que j'ai fini par envoyer. Et j'ai des idées pour 3 autres livres, donc le prochain Monkey Meat et 2 bouquins différents, dont une mini-série et un espèce de gros graphic novel probablement.
Donc non, je sais pas m'arrêter en fait. Donc j'ai envie de me diversifier et faire d'autres choses, mais la BD, pardon, la BD, je continuerai, ça c'est sûr. Très bien. Bah, nous, on continuera à t'interviewer alors, puisque c'est la règle en général. Quand tu viens une fois dans First Print, t'es obligé d'y retourner par la suite. Mais en tout cas, merci beaucoup, Johnny, d'avoir donné de ton temps pour cette discussion. C'était super intéressant. Et puis, bah, moi, j'ai très hâte de voir quels seront les prochains projets à venir. Merci encore à toi. Merci à toi. Et on en a terminé pour cette interview. Donc, n'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. N'hésitez pas à découvrir surtout la bibliographie de Johnny Basque, Monkey Meets The Boy Wonder et Mobilis sont disponibles. Je crois qu'il y a même ton histoire de Black Panther qui a dû être publiée en France dans un album, quelque part là, dans un Black Panther. Donc n'hésitez pas à faire un tour chez votre libraire ou à votre bibliothèque. Et s'il vous reste des sous après, vous pouvez également nous soutenir sur notre Tipeee afin qu'on puisse continuer à faire ce genre de podcast et d'interviews. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Johnny, je te dis à bientôt. Salut. Bye.